Si vous aimez la Tunisie, si vous aimez Israël, si vous aimez la politique et les histoires hautes et en couleur avec des personnages qui les défendent à la perfection, je vous présente Claude Sidbon qui est à côté de moi pour nous parler un peu de son parcours d'alien, un parcours qui a commencé il y a bien longtemps puisqu'il est en Israël depuis 48 ans. Je suis enchantée de vous recevoir parce que je ne vous connais pas et donc c'est un plaisir. Partagez. Voilà, parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Votre réputation vous précède. Vous êtes un On dit, vous savez, en hébreu, Tov Shem Mishemen Tov. Donc là, c'est pas mal. C'est bon, vous commencez bien là. On est bien parti. Alors, comment résumer une vie? Ça va être compliqué, mais on va essayer, en tout cas, d'en dire un peu plus sur vous. Pendant que vous étiez en train de me raconter votre histoire, j'ai pensé à une définition de ma vie que je trouve pas mal. Vous savez, moi, je suis très modeste. J'ai la chance de naître dans une histoire, de vivre une histoire, et très souvent comme sujet de mon histoire. Si je fais la paracha de Rachi, ça veut dire, pendant 6 mois, les nazis étaient en Tunisie, j'étais dans le ventre de ma mère. Et quand les nazis sont partis, quand les forces alliées sont arrivées en Tunisie, je suis sorti du ventre de ma mère. Et je me suis promis que je raconterai cette histoire. C'est le sujet d'un de mes prochains livres, Les nazis en Tunisie. Alors justement, la Tunisie, c'est quelque chose qui vous occupe beaucoup. Pourtant, vous avez un parcours très varié. Vous avez commencé, on va dire, à la Sorbonne. Vous avez une thèse en sociologie, mais sur un sujet qui parle des Juifs, encore. Oui, c'est vrai. C'était en 1969-70 à la Sorbonne. C'était pas commun. Ma thèse, c'était les Juifs de Sarcelles, à un moment où les thèses à thème juif n'étaient pas encore à la mode. Ouais, c'était pas commun, c'était tout à fait apparemment quelque chose, un fil rouge, on va dire, de votre vie, parce que... Tenu, mais fil quand même. Fil quand même. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez souhaité venir en Israël? Écoutez, c'est très simple. Nous sommes une famille traditionnelle. En Tunisie, le sionisme, on l'a buvé comme le lait de ma mère. En 1897, on a envoyé un télégramme au Congrès sioniste. Dans l'entre-deux-guerres, les 2 mouvements, c'était la Chomère et le Bétar. Les mouvements sionistes étaient très forts en Tunisie. Entre 1948 et 1953, 18 000 juifs sans chaliard de l'agent juif sont arrivés en Israël. C'est vous dire combien cette dimension du sionisme était forte en Tunisie. Donc, moi, j'ai baigné, j'ai grandi, mais il y a eu 2 événements qui étaient, si vous voulez, les détonateurs de cette alia. Le premier, c'est 1967. Mai 67, je ne sais pas si tout le monde se souvient, moi j'étais encore en Angola, et j'ai appartenu à ces gens qui ont eu une peur ontologique quand on attendait cette guerre qui ne venait pas. C'était donc la guerre des 6 jours. Et le second événement, c'est mai 68. Je vous avais dit très justement que j'ai fait de la sociologie. Vous étiez et donc, mon département a été, si vous voulez, un petit peu le fer de lance des événements de mai 68 que j'ai vécu. Mais c'est là où je me suis aperçu que l'antisémitisme était en train de devenir un antisionisme et que ça m'a beaucoup gêné. Et donc, entre mai 67 et mai 68, j'ai décidé que je ne voulais plus être l'objet de mon histoire, mais le sujet de mon histoire. Je termine ma thèse et j'arrive en Israël. Alors, c'est assez intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'impression justement qu'au 67, c'était le grand amour entre la France et Israël et que l'antisémitisme n'était pas teinté à l'époque d'antisionisme. Apparemment, on se trompe. Non, il y a 2 choses qu'il faut dire. La première, j'ai parlé de 68 et pas de 67, quant à l'antisémitisme. Et le second point, je suis de ceux qui aiment à rappeler que jusqu'en 1967, le pays qui a aidé Israël, c'est la France. Justement. Des mirages. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier. C'est des hommes comme Borges Monouri et comme Christian Pinault qui ont permis aussi la création de l'usine de chaussettes à Dimona. Ah non, mais c'est clair que les partenariats étaient nombreux. Alors pourquoi vous êtes senti mal à l'aise dans cette révolution de 68 ? Oui. Pas à votre place ? Pas à ma place, c'est-à-dire déjà, le lit était prêt, j'allais dire, l'éducation, mai 67, cette espèce d'antisionisme, donc j'ai dit tout à l'heure cette formule que j'aime bien, d'être le sujet de mon histoire. Et alors, il arrive quelque chose d'assez étonnant, c'est que j'arrive en 1970 en Israël, et mon ami Eddie Kaufman, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Jérusalem, m'invite le samedi soir, et à l'époque, vous n'étiez pas encore en Israël,
Les soirées à Jérusalem, c'était des petits gâteaux et du thé. On n'avait pas où aller, il n'y avait pas de la vie qui existe aujourd'hui. C'était un petit village. Et il y avait avec lui 2 amis à lui, Yechiel Limor, qui était journaliste à Maariv, qui sera un des grands patrons de l'université Tel Aviv sur le journalisme, et le deuxième, un jeune écrivain, un jeune journaliste, je voudrais dire, qui écrivait à la Mishmar, qui s'appelait Tom Segev. Okay. Tom Segev a un peu été déterminant dans mon histoire parce qu'il me dit « Claude, d'où tu viens ?» Moi, très naturellement, très spontanément, j'ai dit de Paris, mais je n'avais pas du tout dans ma tête toutes les histoires israélo-israéliennes. Il m'a dit non, tu viens d'où avant? J'ai dit de Tunis. Il m'a dit tu es un Tunisraélien. Alors à ce moment-là, il y avait 3 options. Ou je me flingue, j'aime la vie donc je me flingue pas, ou je fais la politique parce qu'à ce moment-là, on cherchait des universitaires séfarades. J'ai pas de peau d'éléphant donc je fais pas de politique. Où j'écris. Et donc, j'ai décidé d'écrire et j'ai commencé en 1979 avec mon ami Attal le premier livre qui s'appelle « Regard sur les Juifs de Tunisie », qui est un peu la Bible pour les chercheurs. Et c'est devenu un puits sans fond. Je croyais qu'avoir réglé mes comptes avec ce livre, j'en prépare 2 autres qui sont les 7e et 8e, c'est un puits sans fond. Alors, pourtant, vous n'avez pas fait qu'écrire dans votre vie. Vous avez été, pendant de nombreuses années, vous avez travaillé au lycée français, vous l'avez dirigé. J'ai dirigé, j'étais inspecteur du lycée français, qui est pour moi un des sujets de fierté, parce que quand je me retourne et que je vois quels sont mes élèves, je vois l'écrivain Shoshana Bokobza, je vois Gilles Cohen-Solal qui est éditeur, je vois Gilles Amselem, qui est un spécialiste des médecines douces. Je vois un autre lieutenant-colonel. Je vois des élèves qui ont réussi partout. Je vois le guide Gilles Pérez, que vous avez dû interviewer une fois, et des tas d'autres comme ça. Et donc, c'est un sujet de fierté que je regarde avec beaucoup de tendresse, parce qu'en plus, pour la majeure partie des années que j'ai dirigées, j'ai gardé la relation avec ces gens-là. Vous avez gardé le contact. Et je vais au mariage de leurs enfants. De leurs enfants. C'est pour moi un sujet de joie. Ça vous a aidé à vous intégrer parce que, je sais pas, vous parliez peut-être pas l'hébreu quand vous êtes arrivé? Vous savez, l'hébreu, d'abord, j'ai eu la chance d'être dans une école juive à Tunis, à l'Alliance, donc j'avais un minimum. Et après, je n'ai fait que l'Ulpan universitaire de l'été. L'Ulpan Caïs de l'Université de Jérusalem? De Jérusalem. Okay. Et quand on aime quelque chose... Ça marche. C'est à Nahariya se trouvent des juifs allemands qui ne parlent pas encore l'hébreu parce qu'ils sont encore en Allemagne. Moi, je suis déjà en Israël. Pour vous raconter une anecdote, quand je suis arrivé en Israël... On adore ça, puis il paraît que vous en avez l'art. C'est vrai, j'assume. Quand, par exemple, je vois que la rue est belle ou elle n'est pas belle, c'est comme si c'était ma maison. Alors, je pense au professeur André Neher. Le professeur André Neher, que tout le monde connaît, et même raconter cette histoire. Il habitait rue Oussishkin à Jérusalem, et un jour, il descend de sa maison et il voit le balayeur qui lui dit « Monsieur Neher, je vous ai vu à la télévision. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Mais sachez que moi, en balayant, j'embellis Jérusalem. » C'est magnifique. Ouais, j'imagine que ça avait dû beaucoup lui plaire. Oui. La preuve, c'est qu'il a raconté. Il a raconté, ouais. Alors, le lycée français, une aventure, apparemment. Aider les autres à s'intégrer en s'intégrant en même temps, c'est pas mal. Tout à fait, tout à fait. Pendant longtemps, les gens n'ont pas cru à cette formule, si vous voulez, des Français par les Français. Et bien, on s'est aperçu qu'avec le lycée français, on est en train de reprendre partout. J'ai aidé à la création du Kfar Maïmon. Ok. Et on retrouve partout, tout le monde fait Kalita, par exemple. Bon, Kalita, pas tout à fait la même chose, mais enfin, on essaye de donner. C'est aussi ça. On essaye d'aider à l'intégration des Français, c'est vrai. Alors, vous avez été, vous qui disiez ne pas avoir la peau assez dure pour faire de la politique, pourtant, ça vous a attiré, tenté, et même pendant un certain nombre d'années, vous avez été aux côtés de Teddy Kollek. Je reconnais que ça a été un de mes grands bonheurs, parce que cet homme est un homme d'une ampleur et d'une qualité qui a transformé cette ville dans laquelle on se trouve. C'était le maire de Jérusalem, on peut préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Pendant 28 ans, maire de Jérusalem, il a transformé la ville en un petit quartier, en une ville internationale, avec le mail culturel, le théâtre, la cinémathèque. Et il a eu l'idée extrêmement importante, les gens ignorent qu'avec Bnei Brak, Jérusalem est la ville la plus pauvre d'Israël. Et donc,
comment fait-on pour construire? Il a créé la Fondation de Jérusalem. Et il a cherché chez tous, et ça c'est un autre livre, chez tous les riches du monde entier, comment construire la cinémathèque, comment construire le théâtre, comment construire... C'est comme ça que Jérusalem a eu ses lettres... Cette ampleur. Ouais. Et il a fait venir les gens. On l'a vu faire venir toutes les vedettes internationales. Et j'aime l'anecdote suivante, parce que dans ce pays, c'est toujours difficile. Une qui est drôle, c'est qu'il a fait venir... cette femme qui a de très jolies jambes, mais dont le nom m'échappe, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on a photo apparue avec lui, avec cet artiste de cinéma, et ça a failli une crise totale entre les Haredim et lui, mais ça s'est arrangé. La deuxième histoire que j'aime beaucoup plus, parce que les gens à Jérusalem sont souvent des supporters de Betar Yerushalayim. Exact. Et le stade de football était, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en face du King David. C'était l'Inca. C'était un petit stade, comme pour une petite ville. Et Teddy Kollek voulait construire un grand stade. Il a trouvé un endroit qui n'était pas bien pour les Haredim, une autre. Et un jour, on a trouvé l'endroit où le stade se trouve. Le stade Arena se trouve aujourd'hui. Oui. Et il a commencé à construire, il a manqué 20 millions de dollars. Et alors, Teddy Kollek prend sa valise et fait le tour du monde. Et il arrive chez Madame Clore, je la nomme parce qu'elle mérite, qui lui dit... Teddy, il n'y a pas de problème, moi je te donne cet argent. Mais à une seule condition, que le stade s'appelle Teddy. Et Teddy a écrit qu'il n'y a rien après sa mort, ni livre, ni école qui porte son nom. On était très embarrassés. Ouais. Les 20 millions étaient dit, et le génie du groupe de la Fondation de Jérusalem a trouvé une idée assez géniale. Ils ont pris le mot Istadion, ouais. Et dans lequel il y a le mot Teddy. Aujourd'hui, tout le monde dit ça, Stade Teddy, mais peu importe. L'important, c'était que voilà une histoire de Teddy Kollek parmi les Teddy. Alors, justement, 10 ans à ses côtés en tant que conseiller, c'était quoi? Vous n'étiez pas vraiment au conseil municipal, c'était un conseiller privé, c'est ça? C'était un conseil politique, surtout pour les affaires européennes. On a découvert la France avec tout ce que ça fait venir. C'était un atout, en fait, d'être francophone. Pour moi, c'était une chance inouïe, parce que comme j'étais le seul francophone, je vais vous donner à la manière de Prévert 10 personnes que j'ai eues pendant une journée. C'est de David de Rothschild à Anouk Aimé, de Bernard Pivot à Mitterrand, et de Chirac à je ne sais pas crier encore, mais c'est une chance inouïe que j'ai eue, et comme j'aime les gens et que je sais conserver, si vous voulez, ces relations, donc je continue d'avoir des relations avec ces gens-là. C'était une chance inouïe, et ces gens venaient, si vous voulez, au Festival du film, c'était Claude Lelouch ou alors Marine Karmitz, mais c'est étonnant, ils savaient aussi cultiver, il savait chercher, j'allais dire, à la pêche, qui allait aider cette ville. Mm-hmm. Et quand il aidait cette ville, il aidait de manière extrêmement colléquienne. Je vais vous raconter une histoire très simple qui l'illustre. Chaque fois qu'il avait 75 ans, 80 ans, 85 ans, il faisait une fête. Mais pas pour la fête, mais pour recevoir de l'argent. Et un jour, Tchitch, le maire de Tel Aviv, que Teddy Kollek respectait beaucoup parce qu'il trouvait qu'il lui ressemblait, vient et dit, voilà, moi, je vais être rapide. 2 histoires. La première, la différence entre Teddy Kollek et moi, c'est que quand moi je reçois un chèque, ouais, je le mets dans la poche et je m'en vais. Teddy Kollek, qui regarde le chèque, il n'y a pas suffisamment de zéros, il le rend. Et je suis témoin. Il faisait vraiment ça? Ah oui, j'ai dit, si vous voulez, je peux vous raconter l'histoire. Oui, allez-y, mais bien sûr. L'histoire est très simple. Je viens de commencer ma carrière avec Teddy Kollek. Donc on a rendez-vous avec une dame extrêmement riche dimanche. Okay. J'arrive mercredi, j'achète Le Monde, 2 pages. Catastrophe, le mec, il est... Qu'est-ce qui se passe? Catastrophe financière. Mm-hmm. Vendredi, je vois Teddy Kollek, je lui dis, on va pas... Il me dit, non, on a commandé... On y va. Dimanche, le type nous envoie la Rolls, on y va. 1 heure de discussion philosophique, littéraire, politique, pas un mot de l'argent. C'est ça la force de Teddy Kollek. Et alors en sortant, la chef de cabinet de la dame vient me dit, vous voulez passer demain à 11h? Ah, oui, demain je vais à 11h. Elle me dit, vous comprenez, nous traversons une crise financière extrêmement grave. Je dis, oui, j'ai vu Le Monde. Et donc voilà, 100 000 francs. C'est la première fois que je faisais ça. Je cours à l'hôtel, je me rappelle, c'était l'hôtel Intercontinental. Pour apporter le chèque à Teddy Kollek. Et Teddy Kollek, il me dit, quoi?
tu rends ce chèque. Je ne rends pas. Tu rends ce chèque et tu lui dis, je ne suis pas un schnorrer, je cherche des bâtisseurs pour la ville. C'est ça, Teddy Kollek. Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas cru. Je l'ai fait comme je vous l'entends. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, et puis voilà. Elle a changé le chèque. Non, ouais, elle a pris le chèque, elle a gardé le chèque, et la ville n'a pas eu 100 000 shekels. Mais c'est ça, Teddy Kollek. Quand il dit « je cherche de l'argent, je cherche des bâtisseurs pour la vie, je cherche des gens qui sont avec moi », il avait le don, si vous voulez. Il avait par exemple une histoire que j'aime aussi. Là, il n'y avait pas de cinémathèque à Jérusalem. Exact. Et un donateur d'Amérique du Sud, il fait le tour de la ville, il dit, voilà, ici, tu peux construire X, Z, 20, rien. À un moment, il s'assied en bas de la cinémathèque. Et Teddy Kollek a ce coup de génie, il dit, monsieur, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, qu'est-ce qu'elle aime, votre fille? Ah, il dit, ah, le cinéma. Il dit, ici, il y aura une cinémathèque. C'est parti comme ça. Authentique. Et ça a été fait. Et ça a été fait. Incroyable. Donc j'imagine que pendant 10 ans, travailler à ses côtés, ça devait être un privilège immense. Oui. C'était une joie, un privilège. Comment ça s'est fait? Comment vous êtes arrivé Je cherchais quelqu'un? Non, j'ai toujours. Je vous ai dit, j'ai eu de la chance depuis que je suis né. Que ça continue comme ça jusqu'à 120 ans. La première, et je finirai sur ça, j'allais dire, à l'armée. Je suis officier au porte-parole de l'armée israélienne. Il y a eu la guerre du Liban. Ils cherchaient des francophones. Donc j'ai fait un cours d'officier, et puis je suis devenu officier au porte-parole de l'armée israélienne. En 90, à la fondation et chez Teddy Kollek, je cherchais un francophone. Hop, ça a été facile. Alors, si vous voulez, pourquoi cette histoire? Parce qu'on va finir tunisien et Teddy Kollek. Teddy Kollek, il avait beaucoup d'affection pour moi, parce que c'était plus que mon boss, c'était mon complice. Un jour, on est à Paris, et à Paris, vous savez, je suis en costume, cravate, bien sûr. Et donc, on est à l'aéroport, et Teddy Kollek, voilà une file... une file de gens. Et donc... il n'avait pas envie de faire la queue. Culotté comme je suis, je dis, où est le chef d'escale? Il me dit, là-haut. Je monte au premier étage, et je vois un type qui dit, est-ce que vous voulez, monsieur, votre papier d'identité? Je lui donne. Monsieur Sidbon? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu peur. Il m'a dit, écoutez, ce que vous voulez, je vous donne. Mon père, c'est le patron du café de la Lyre. Il lit votre livre et il pleure. Ah, parce que vous aviez déjà publié votre livre sur... et alors, à ce moment, il prend Teddy Kollek et il le monte à l'avion. Directement. La prochaine réunion qu'on a à Jérusalem, Teddy Kollek dit, avant que Claude Sidbon vienne, on ne savait pas où était Tunis. Depuis qu'il est là, tout le monde est tunisien. Oui, parce que ça, vous n'en avez pas encore beaucoup parlé. Et pourtant, s'il y a une chose qui vous caractérise, c'est bien ça. Vous avez grandi à Tunis jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai même étudié dans ce Talmud Torah sur les marches de la grande synagogue. C'est une très jolie photo où on voit plein de petits jeunes en culotte courte. Qui ont réussi tous. Comme les Tunisiens. Sûrement, c'est une vieille photo qu'il faut conserver. On a plaisir à la regarder. Ça veut dire quoi être thune aujourd'hui? Je vais vous dire la vérité, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je vais le dire quand même. Tunis, c'est un carrefour. Quand on fait 500 pas, les Vandales, les Gothiques, les Romains, les Espagnols, les Français, on perd la tête. Donc, le Tunisien, par définition, il s'intègre partout. Et qu'il soit juif, maltais, italien, musulman, le Tunisien, par définition, à cause de ce carrefour et de cette ville, il a cette qualité de s'intégrer un petit peu partout. Alors, une fois à Paris, il y a les élections du maire de Paris, Monsieur Delanoë contre Monsieur Seguin, contre Strauss-Kahn, je ne sais plus, c'est tunisien. Hein. Donc, vous voyez, c'est étonnant. Et donc, on le trouve en France un petit peu partout. Ok. Et être thune aujourd'hui en Israël, ça... Alors, être thune, je vais vous dire, moi, je pense que la société israélienne, pendant très longtemps, a été une société qui s'est bâtie et qui aujourd'hui est plus ou moins bâtie avec des communautés partout. Des Polonais, des Chinois, des Coréens. Il manque un ciment. Alors, si chacun apporte son pékeler, sa dimension de la communauté, les Tunisiens, les Algériens, ce que vous voulez en vie, il faut
apporter cette dimension tunisienne ou n'importe quoi. Il faut garder cette spécificité, ne pas avoir honte de cette spécificité, comme il ne faut pas avoir honte de faire la Birkat Kohanim et de venir bénir, comme je l'ai fait hier, ma femme et mes enfants. C'est ça, Israël. Israël, c'est ces communautés, et demain, on va retrouver ce ciment qui va faire l'Israël nouveau. Mais dans le monde, tout se fait step by step. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, arriver en un instant. En 1948, on était 600 000. Aujourd'hui, on est près de 7 millions. Les choses évoluent, les choses avancent. Vous n'avez jamais regretté d'avoir fait votre aliyah? Ah non, vous avez ça vraiment... Non. Si j'avais regretté, je serais reparti. J'ai toutes les possibilités de repartir. Oui, c'est sûr, mais bon. Non, Israël, c'est ma patrie, c'est mon Mare Nostrum, c'est mon radium, c'est ça, Israël. Pour moi, en tout cas. Alors, vous parlez de garder sa spécificité, pas forcément tomber dans le communautarisme, mais aujourd'hui, quand vous voyez pour la première fois qu'il va y avoir des Français sur toutes les listes électorales, dans les grandes villes, on va dire dans 9 villes d'Israël, ça vous fait quoi? Ça me fait très plaisir parce que ça veut dire que déjà, ils parlent hébreu. Exact. Il n'était pas toujours là. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, quand on a le courage de faire de la politique, ce qui n'est pas donné à tout le monde, faire de la politique, il faut avoir une peau d'éléphant, hein. Dire aujourd'hui je vous aime, demain je vous déteste. Donc si des gens décident de faire la politique, tant mieux pour eux. S'ils peuvent en plus améliorer la vie à Jérusalem, à Ranana ou je ne sais pas où. La vie des francophones, pas que, mais aussi. Oui, mais aussi, oui, pourquoi pas. Avoir une voix politique, vous pensez que c'est important, que ça nous manque, nous francophones d'Israël, d'avoir une voix Non, je veux dire, la communauté a beaucoup évolué. On est très loin des Juifs de France qui sont venus tenter le kibbutz à l'entrée de Jérusalem et aujourd'hui, entre ce que je sais moi à Tel Aviv, entre le cinéma à Mograbi et la plage, il y a je ne sais pas combien de gens qui parlent français et qui ont acheté des appartements. On m'a dit que la rue de Bograchov a le boucher cachère, et même le café cachère, au café français, avec des prix de France. Ça, c'est pour vous dire qu'ils ont très bien compris. Au lieu de s'intégrer à Israël, pac, ils vous donnent des coups de bambou dans les prix. Et ça, il faut qu'ils apprennent que dans le commerce, c'est un aller-retour. S'ils exagèrent dans les prix, les gens vont les abandonner et les quitter, et c'est tant mieux aujourd'hui plutôt que demain. Alors Claude Sidbon, juste pour terminer, parce que je sens qu'on pourrait parler avec vous pendant des heures, vous êtes un puits d'histoire, vous connaissez tellement bien Israël, forcément, presque 50 ans de vie ici. Quel a été votre souvenir marquant dans toute cette période, dans toute votre vie, en fait, ici ? J'en ai deux, un triste et un beau. Le triste, c'est la guerre de Kippour, où je pensais que Israël n'allait pas s'en sortir. Pas s'en sortir, pour employer un euphémisme. Ouais. Et deuxième, c'est la naissance de mes enfants. Quand on a des enfants, que la première génération née en Israël et que eux ont fait des enfants qui sont nés aussi en Israël, c'est, je crois, une joie qui n'a pas de limite. Eh bien, je crois qu'on va finir sur cette belle note d'espérance qui vous va si bien. Merci beaucoup, Claude Sidbon, d'avoir partagé ces moments, de vous être un petit peu raconté. Alors, je crois que si on veut en savoir plus sur vous, eh bien, il vaut mieux se plonger dans vos livres. Vous pouvez nous donner le titre, redonner le titre de votre livre. Je ne donnerai pas le titre de tous pas les derniers, livres. mais... Non, pas les derniers, mais de ceux qui vont paraître. Ça me paraît plus important. J'écris 2 livres. C'est un petit peu, oui. Ouais. Un sur les nazis en Tunisie, parce que c'est un sujet qui est peu connu, c'est pendant 6 mois. Et le deuxième, pourquoi les Juifs sont partis ? Pourquoi les Juifs sont partis de Tunisie ? Eh bien, très souvent, je viens de trouver une formule qui me paraît être peut-être le titre de ce livre. C'est pas moi qui ai quitté la Tunisie, c'est la Tunisie qui m'a quitté. Mmh. Bon, alors on en saura plus. Ils ne sont pas encore sortis, n'est-ce pas ? Donc dès que ce sera dans les étalages, eh bien on pourra forcément les acheter, sûrement à la librairie Vice-Versa, j'imagine, ou dans d'autres endroits. Merci Claude Sidbon. À très très bientôt. Merci. Ciao. Ciao. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב.
Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Studio Kalita vous raconte leur histoire. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.